Aujourd'hui, je vous parle d'un autre bouquin, encore un. La semaine de 4 heures, qui est un peu le bouquin ultime de la sphère à cheval sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Ce bouquin, La semaine de 4 heures, résume assez bien l'objectif de vie des infopreneurs qui se disent, bon ben voilà, je vais vendre des trucs, tout automatiser, gagner 10 000 balles par mois et puis aller vivre dans les pays du tiers-monde pour pas cher. La problématique de ce bouquin, c'est justement son titre et justement cette espèce d'idée de fond que Tim Ferriss aborde, euh, mais qui a quand même quelques trucs à en tirer. Moi, j'ai lu ce bouquin, j'étais assez mal à l'aise parce qu'autant il y avait quelques conseils à l'intérieur qui étaient bons, autant j'ai un désaccord profond avec ce que raconte Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, c'est qui? C'est un mec qui a créé plusieurs entreprises, dont un business de vente en ligne de compléments alimentaires, et puis qui a théorisé son mode de vie dans ce bouquin, La semaine de 4 heures, pour montrer en quoi son mode de vie était celui qu'il fallait pour être heureux. Il prône là-dedans un certain nombre de choses avec lesquelles je suis en profond désaccord personnellement. Premièrement, l'idée un petit peu caricaturale selon laquelle travailler, c'est pas bien. Il dit pas que le travail c'est mal, il démonte l'idée reçue selon laquelle le travail c'est bien. Et je suis un peu mitigé là-dessus. Autant travailler pour le plaisir de travailler, creuser des trous pour le plaisir de les reboucher plus tard, ça me paraît effectivement une idée qui n'est pas bonne. Le fait de souffrir pour arriver à un résultat alors qu'on pourrait arriver au même résultat sans souffrir, c'est aussi une idée reçue que je pense qu'il est bon de démêler. Je pense qu'effectivement, l'idée reçue dans les classes moyennes selon lesquelles quand on travaille et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il faut travailler plus, des fois c'est faux. Des fois il faut simplement travailler mieux. Il faut travailler différemment. Par contre, l'idée opposée, qui n'est pas exactement celle qu'il défend dans ce bouquin, mais par contre, c'est ce que comprennent beaucoup de gens qui ont lu ce bouquin, selon laquelle, ben voilà, prélasser sous les cocotiers et vivre du travail des autres, je ne pense pas que ce soit positif non plus. Je pense qu'il faut garder un certain équilibre dans la vie et que cet équilibre est plus subtil que ça. Tim Ferriss défend aussi un espèce de mode de vie qu'il appelle de nouveau bienheureux, où on serait... bon, en gros, c'est le mode de vie des digital nomades, hein, où on se balade un peu partout dans le monde, on vit de ses passions, etc. Et on profite d'une activité qui vous rapporte beaucoup, ce qu'il appelle des muses, qui sont des activités qui vous rapportent beaucoup, sans forcément vous prendre beaucoup de temps, et que grâce à ces muses, on peut avoir un mode de vie d'aristocrate, en fait. Bon, est-ce que c'est vraiment l'objectif? Moi, c'est pas le mien. Moi, mon objectif, c'est de construire quelque chose, une famille, voilà, de vivre enraciné dans un endroit, participer à la vie sociale, tout ça. C'est pas du tout le même mode de vie que ce qu'il prône lui. Est-ce que se dire que ce qu'il prône, c'est pas bien? J'en sais rien. Et il y a un troisième point qui m'a vraiment mis mal à l'aise, mais là vraiment, où là j'ai une opposition fondamentale, c'est le fait qu'il prône aussi l'utilisation de ressources d'assistants externes, y compris des gens du tiers-monde. Euh, et donc, bah, concrètement, quelle est la différence concrète avec de l'exploitation? Je n'ai pas réussi à le comprendre. On est en concurrence avec le monde entier, des fois on n'a pas vraiment le choix. Les choses sont faites, enfin typiquement, hein, que ce soit le textile, que ce soit le high-tech, etc. Des fois les choses sont faites dans le tiers-monde et puis c'est comme ça, quoi. On n'a pas vraiment le choix. Par contre, de là à appuyer à fond dessus et à utiliser au maximum les ressources des pays pauvres, je pense non seulement moralement c'est très limite, mais en plus c'est un peu naïf. Parce que ces gens des pays pauvres, s'ils vont prendre votre argent en petite quantité pour faire leur truc, c'est justement qu'eux sont dans une optique de gagner du capital. Et comme ils font ça principalement par intérêt, ils n'ont pas de raison de travailler avec vous toute leur vie, honnêtement. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont dans une construction sociale forte avec vous. C'est pas vos voisins, les enfants sont pas dans les mêmes écoles, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui les empêche de vous voler votre boulot? Tout simplement. C'est-à-dire, moi, à leur place, je le ferais. Si j'avais, je sais pas, un mec ultra riche qui débarquait, qui me sous-traitait ses tâches un petit peu en mode vas-y, fais mon boulot et puis moi, je vais me prélasser,
Je pense qu'au bout d'un moment, ça me gonflerait. S'il m'apporte pas grand-chose en retour et si je monte en compétence, je me dirais, bon, bah, pourquoi pas faire la même chose que lui pour moi-même. Sur ces trucs-là, je pense que ça marche assez bien sur le court terme, ce qu'il vous raconte. Et il y a énormément d'exemples. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens voilà, qui vendent des demi-arnaques sur Internet ou qui font du dropshipping ou des trucs comme ça. Mais sur le long terme, est-ce qu'on a des vrais exemples de gens qui ont fait ça et pour qui ça a marché? Même Tim Ferriss lui-même, en fait, depuis qu'il a écrit ce bouquin, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a rien fait. C'est un mec qui a toujours des réseaux sociaux, qui a un podcast, etc. Mais il a monté une boîte une fois, il a vendu, et depuis, il vit de ce bouquin. Donc, il a fait entre guillemets 2 bons coups, il en vit. Euh, Est-ce qu'il a développé plein de muses qui lui rapportent énormément de trucs? Bah, j'ai pas l'impression qu'il ait développé beaucoup de business. Je pense que j'ai monté plus de business que lui. Alors, les miens n'ont pas marché autant que les siens. Il est sûrement meilleur que moi pour ça. Mais moi, cette personne m'impressionne pas énormément. Oui, oui, il est multimillionnaire, oui. Ok. Mais est-ce que sa vie me donne envie d'être à sa place? Je sais pas. J'ai pas l'impression que voilà, ses accomplissements à lui sont fondamentalement meilleurs que les miens. Donc je me permets de lire son livre en étant un peu sceptique là-dessus. Bon, il défend l'idée selon laquelle la retraite, c'est pas la panacée, c'est-à-dire bosser toute sa vie pour s'arrêter subitement et toucher une retraite, c'est pas l'idéal. Je suis assez d'accord avec lui. Moi, je suis un peu dans cette optique de bosser toute sa vie, avec des phases plus ou moins grandes et plus ou moins basses, mais d'avoir une activité, en tout cas productive et rémunératrice toute sa vie. Parmi les activités que je laisse là-dedans, ça peut être par exemple gérer un petit patrimoine immobilier. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche à 70 ans de continuer à avoir 1 ou 2 apparts en location, par exemple? Qu'est-ce qui vous empêche à 70 ans de continuer à faire un petit peu d'investissement à droite à gauche, si vous avez les moyens? Je verrais, moi, le travail comme une courbe où, voilà, on travaille assez peu quand on est jeune, on commence à faire des jobs d'été, etc. Ensuite, on monte dans une période où on est à fond et où on est au top de ses capacités, puis après, on descend progressivement sans jamais vraiment s'arrêter, et du moins jusqu'à ce qu'on soit en état de santé de pouvoir le faire. C'est pas exactement ce qu'il défend, mais il défend quelque chose comme ça. C'est un peu l'idée qui est derrière le mouvement FIRE, par exemple, se priver de tout pendant des années, puis ensuite en profiter. Moi, je suis assez en désaccord avec ça. Je préfère trouver un équilibre et avoir cet équilibre qui est variable dans la vie. Il y a des moments, et c'est pas forcément une question d'âge, quoi. Il y a des moments où on a des problèmes de couple et on a moins envie de travailler. Il y a des moments où on se fait mal et où on ne peut pas travailler, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc, bon, il a expliqué un peu ça. Là, je suis assez d'accord avec lui. Sa vision n'est pas exactement celle que je vous parle. Là, c'est un peu mon avis que je donne. Ensuite, il explique que il faut promouvoir l'efficacité. C'est un peu un concept qui est un peu aussi dans Deep Work, par exemple. Il y a quand même des bons conseils. Il parle de la loi de Pareto, les 80-20. Alors, la loi de Pareto, pour ceux qui sont bons en stats, c'est pas ça, mais gardons les 80-20. En gros, 20% des efforts donnent 80% des résultats, donc pourquoi faire plus? C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des fois des petites tâches un peu périphériques que vous pouvez laisser tomber en toute connaissance de cause et il n'y a pas de problème avec ça. Euh, donc 9h, 19h, etc. C'est bien. Il parle de la loi de Parkinson. Ça, j'aime bien la loi de Parkinson, qui est la loi selon laquelle, ben, quand on a du temps à consacrer à une tâche, on fait en sorte que cette tâche prenne ce temps-là. C'est un vrai problème. C'est vrai. C'est vrai, et j'en parle dans mes cours de gestion de projet, par exemple. Il y a un sujet qui est important et qui, moi, a changé ma vie. Donc, c'est pour ça que ce livre a un peu changé ma vie quand même. Donc, je le démonte un peu, mais pas trop. C'est l'idée de la diète d'information. Effectivement, on reçoit beaucoup d'informations. Ça occupe beaucoup de charge mentale. Moi, je pense qu'il est très sain de faire une diète d'information et je pense que c'est vraiment lui qui m'a mis ça en tête. Et moi, ça fait à peu près 7 ou 8 ans que je ne regarde pas les infos, que je ne vais pas sur les sites d'actualité, que je ne fais pas de veille quotidienne sur mon métier, par exemple. Je vais chercher de l'information à certains moments, quand j'en ai besoin ou quand j'ai envie de monter en compétence sur un truc. Mais au quotidien, je me focalise sur ma vie. Et je ne regarde pas. Je ne regarde pas les réseaux, je ne regarde pas tout ça. Aujourd'hui, je regarde un peu les réseaux justement pour essayer d'alimenter cette chaîne YouTube. Notamment, j'essaye de voir si des gens racontent des âneries en ligne. Mais
Sinon, non. Je vais pas chercher de l'information et en fait, c'est très bien comme ça. Il y a un chapitre entier sur le fait de dire non. Et ça, c'est bien en fait. C'est bien de se dire que des fois, c'est pas parce qu'on a le temps de faire un truc et que quelqu'un nous le demande qu'il faut le faire. Des fois, il faut se focaliser sur les choses les plus importantes pour nous et pas forcément les plus importantes pour les autres. Donc, voilà, apprendre à dire non, ça peut être aussi utile et ça, c'est plutôt un bon conseil. Les revenus en pilote automatique, trouver la muse. C'est là où j'ai un truc, une opposition un petit peu avec lui. C'est que ces idées de muse, c'est-à-dire de revenus qui vont vous rapporter un gros revenu tout d'un coup, en travaillant peu, je pense que ça n'existe pas. Lui, il a eu la chance de développer une activité, à mon avis, il a beaucoup bossé pour ça, de développer une activité qui finissait par fonctionner sans lui. Et d'ailleurs, il a revendu à la fin. S'il avait vraiment travaillé 4 heures par semaine pour cette activité-là, il n'aurait jamais revendu. Il aurait gardé. Je pense que ça marche un temps. C'est-à-dire, dans une activité, il va y avoir une phase où vous bossez beaucoup et où elle va rien rapporter. Puis au bout d'un moment, ça va un peu se croiser selon les activités, etc. Vous allez avoir, si vous avez de la chance, si vous avez bien travaillé, si votre marché existe, etc., avec tout un tas de si, vous allez avoir des revenus qui rentrent sans être directement corrélés à votre travail. Et ça, c'est très vrai. Et moi, je l'ai observé plusieurs fois dans plusieurs activités que j'ai lancées ou que j'ai aidé à lancer, où on a une phase où on fait rien et où l'argent tombe. Je caricature. Parce que si on continue de rien faire, on se fait doubler. Parce que on n'est pas en circuit fermé. L'écosystème entrepreneurial, c'est pas un truc qui est fixe et qui bouge jamais. Puis pouf, vous faites une modif et puis c'est bon. Vous avez votre niche, elle va vous rapporter éternellement. Non, non, vous avez des concurrents. Et quand les concurrents, ils vont voir que vous avez pris une niche et qu'elle marche, ils vont vous la piquer. Et du coup, il faut bosser pour la garder, cette niche. Il faut bosser, il faut faire plus de pubs, etc. etc. Et en fait, le risque, et c'est même quelque chose qui arrive à chaque fois, c'est que quelque chose de suffisamment rentable pour que ça vous rapporte sans que vous travaillez, va finir par ne plus être rentable. Par ne plus être rentable parce que des concurrents vont prendre ça. Donc, vous aurez un rapport offre-demande qui va être de moins en moins à votre avantage. Et soit vous éliminez les concurrents, et c'est un travail de faire ça, c'est-à-dire il faut être meilleur qu'eux, peut-être baisser ses prix, peut-être fournir un meilleur service, etc. Ou alors, vous allez peut-être vous retrouver dépassé, ils vont peut-être vous doubler. Il y a un moment où la rentabilité va diminuer. La seule manière d'être hyper rentable sur le long terme, c'est d'avoir un monopole et de faire travailler d'autres gens à votre place. Il y a un certain nombre de boîtes qui sont dans des situations de monopole ou d'oligopole et où ça marche, mais tous les trucs de formation en ligne, de dropshipping, etc., ça marche pas. Sur le long terme, ça marche pas. Donc c'est un bon coup une fois, peut-être vous allez enchaîner beaucoup, vous allez en faire 1, 2, 3, 4, 5, mais sur le long terme, une muse qui vous rapporte éternellement sans rien faire, ça n'existe pas, sauf si vous achetez la force de travail de quelqu'un d'autre. Sauf, c'est ce qu'on appelle le capitalisme, c'est ce qu'on appelle acheter des actions, etc. C'est pas aussi simple que ça. Un bon tiers de son livre, là je suis en train de le feuilleter, c'est un bon tiers de son livre qui vous explique comment créer votre muse, etc. Et moi je suis persuadé que ça marche pas dans 99% des cas. Identifier une nouvelle niche aujourd'hui, en 2024, c'est compliqué. Et réussir à développer un truc sans vous la faire piquer par quelqu'un d'autre, c'est compliqué aussi. Donc je pense que ces muses-là, ça a peut-être marché dans les années 2010 où peut-être personne était capable de faire de la vente en ligne, etc. Et où donc on pouvait prendre des places assez facilement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Dernière partie, briser les chaînes. Bon, bah là, il vous explique qu'il faut vous barrer. Vous barrer et laisser vos business tourner sans vous. Tout va aller bien. Bon, bah très bien. Ok, mais c'est peut-être pas aussi l'objectif de tout le monde de se barrer. Je pense quand même que dans ce livre, il y a peut-être la moitié du bouquin où moi, je suis assez en désaccord avec ce qu'il raconte et des bons conseils à peu près dans l'autre moitié du bouquin. Bon, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, ce livre est un peu dépassé. Par contre, moi, il m'a aidé un peu. Il m'a aidé un peu quand même, quand justement j'étais un peu débordé. C'était à peu près à la même époque où j'ai lu GTD. GTD m'a beaucoup plus aidé. Mais il m'a aidé un peu à remettre en question mon rapport au travail. Je l'ai remis en question, mais mon rapport au travail d'aujourd'hui n'est pas bien différent de celui de l'époque. Sa vie de nouveau bienheureux qui exploite les autres et qui vit de demi-escroquerie en vendant trop cher un service et en pouvant du coup se prélasser au soleil.
Je suis pas convaincu. Bon, c'était tout sur ce livre, La semaine de 4 heures. Je suis pas hyper convaincu comme vous l'avez vu. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, il existe un serveur Discord pour discuter de tout ça. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.